back with a bang. Salut l'équipe, bienvenue dans le débrief. Et puis aujourd'hui, on se retrouve pour cette 15e journée et pour débriefer cette victoire à Old Trafford sur le score de 1-0 grâce à notre... J'ai dit Old Trafford. J'ai dit quoi? Oh, Old Trafford, ça commence. Et oui, fort. Sambou, tu m'as bien pré-shot, bien joué à Ouais, toi. C'était évident. Ouais, il te connaît, ouais. Non, mais ouais, voilà, du coup, débriefer cette victoire 1-0 à Stamford Bridge et débriefer un peu la performance. Donc, la semaine dernière, c'était la victoire à l'Emirates 5-0 contre Nottingham. Et aujourd'hui, seulement 1-0 contre Chelsea. Il y aura pu avoir un score un peu plus grave. On reviendra un peu sur les faits de ce match-là. Peut-être revenir d'abord sur le 11 de départ, dire que du coup, voilà, c'est le 11 habituel. Mais à notre grande surprise, Zinchenko revient. Il y avait quoi? Ça fait un mois, depuis Tottenham. Tottenham. Un mois qu'il était absent. Voilà, un mois à peu près, donc qu'il était absent. Et on pensait tous que Tierney allait reprendre ce côté gauche, notamment il a fait son match contre Zurich ce jeudi, ça avait l'air convaincant et finalement c'est Zinchenko qui prend sa place, donc dans une idée en fait de peut-être contrôler un peu plus le match, et ce qui a été notamment vu sur les premières minutes de jeu avant que ça parte un peu dans tous les sens. Mais voilà, et côté Blues, pas mal d'absents, Fofana, Kanté, il y avait qui encore, Reece James et Chilwell, donc il y avait de quoi aggraver le score. Effectivement, c'était un peu moins de qualité côté de Chelsea, mais ils ont réussi à tenir la baraque et commencer par dire que dans les 30 premières minutes, là où on est normalement le plus efficace, ils ont réussi à faire le dos rond et à multiplier les fautes. On pense notamment à Cucurella qui a bien finit le match cherché Saka pendant tout le match. Terroriste. Qui finit le jaune. C'est vrai, sans jaune, j'ai pas fait gaffe. Sauf si j'ai raté, mais super. pour moi, il n'a pas de jaune. C'est possible, hein. Je crois qu'il n'y a pas de jaune et c'est 6 fautes, je crois. Mais ouais, ils ont réussi à faire le dos rond. Hein. Ouais, 6 fautes. Mais c'est surtout la pire, c'est vraiment celle en début de seconde mi-temps où genre il y va, les deux coudes comme ça et tout, et pas de jaune. Voilà. Ouais, non. Non, l'arbitrage de Michael Oliver qui fait encore des siennes, mais bon, on fait avec dans tous les cas. Mais du coup, dire que les Blues ont fait le dos rond, il y a eu beaucoup de fautes côté de Chelsea et Arsenal n'a pas réussi à marquer dans ses 30 premières minutes, n'a pas réussi à marquer sur cette première période. Notamment, en fait, on a eu les plus grosses occasions parce que Chelsea tire 0 fois en première période, du coup, il me semble. Il n'y a pas une frappe d'Havertz Ah, il y a peut-être. Ouais. Oui, il y a une frappe. Oui, on peut appeler ça une frappe, c'est vrai. Ouais. On peut appeler ça un match de Chelsea, je suis assez d'accord. Mais ouais, en vrai, Chelsea n'a pas été du tout dangereux. Pas du tout dangereux. Nos centraux ont plutôt bien géré cette attaque entre guillemets de Chelsea parce que clairement, Havertz, Aubameyang et Sterling aujourd'hui, c'est pas du football. Hein. C'est pas du football. C'est peut-être de l'athlétisme, mais c'est pas du football. Et et ouais, non. En vrai, plus grosse occasion, c'est ce centre-tir de Martinelli que Gabriel Jesus pourrait reprendre de la tête sur cette plongeante. Et on ne vient pas inscrire sur 1-0, donc c'est un peu dommage. Et ensuite, sur la seconde période, ça part un peu en live, j'ai l'impression, sur le début de seconde période, où on fait plusieurs erreurs. Je pense notamment à la relance de White et de Saliba, sur coup quasiment pu permettre Chelsea de marquer, en fait. White, c'est reprise du bras d'Havertz. Donc clairement, non, il ne peut pas partir en contre. Après, c'est Saliba qui relance un peu dans les pieds d'Aubameyang. Mais en soi, je ne sais pas comment vous avez ressenti le match, mais Chelsea pas inquiétant. Pas inquiétant, et Arsenal dans le contrôle, même si on n'est pas tranchant, malheureusement. Et let's go, effectivement, Bailey qui marque contre United. Merci la crème de whisky. On est là, on prend. Unai. On prend. Et ouais, comme tu dis, le système de Potter était quand même assez expérimental, comme il fait beaucoup depuis quelques semaines. T'étais pas sûr trop de comprendre quel joueur jouait dans quel espace. Tu sentais qu'ils voulaient blinder de toute façon axialement, défensivement, et puis après jouer en contre avec leur trio de grands coureurs là. Effectivement, si Havertz avait été un peu plus adroit, on aurait pu se mordre les doigts à quelques reprises, mais globalement, ils ont quand même pas créé grand-chose. Et puis quand on plan de jeu, c'est balancé derrière Gabriel, sachant qu'il y a quand même Saliba, le meilleur défenseur de tous les temps, derrière pour
pour réparer les pots cassés, franchement, il y avait pas trop de risques. Mais ouais, un match haché. J'ai vu quelqu'un le dire dans le chat tout à l'heure. Je crois que c'est Mogunored qui disait que au milieu de terrain, ils nous ont beaucoup haché. Il y avait quelque chose comme 15 fautes au bout de 30 minutes, ce qui montre bien un peu le plan de jeu. C'est espérer qu'à un moment donné, une faute ne sera pas sifflée, ils pourront relancer. Mais c'était quand même catastrophique en face. C'était vraiment du niveau de jeu de type, je sais pas quelle équipe de championship, mais on n'était pas. Ouais. C'est une équipe en 7ème place qui joue comme une équipe en 7ème place, quoi, sans vouloir trop les critiquer, quoi. Mais bon. Ouais. Dans les événements marquants, il y a effectivement ce carton orange pour Aubameyang, hein, c'est quand même son fait du match, je pense. Où si White retire pas sa jambe, alors il perd sa jambe, mais il y a carton rouge à tous les coups. Mais à part ça, ouais, globalement. C'était un peu un match où il se passait plein de choses sans qu'il se passe quoi que ce soit, parce qu'il y avait beaucoup de phases de jeu qui étaient très bonnes, mais nous, dans les 30 derniers mètres, c'était vraiment catastrophique. La dernière passe, elle était vraiment pas là aujourd'hui, et puis voilà, forcément avec des fautes de partout, c'était un peu complexe, quoi. Ouais, non mais ouais, écoutez les gars, je pense que vous avez déjà bien résumé, parce qu'il n'y a pas eu énormément de choses non plus. Ouais, honnêtement, le match a été nul, hein, globalement, qu'on se dise des choses. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, on a une victoire contre une équipe, certes dans un derby, certes un soi-disant concurrent à la Champions League, mais on montre strictement rien. Moi, je suis vraiment déçu. C'est bizarre, parce qu'on a l'impression qu'on débriefe plus le match de Chelsea que le nôtre, mais je suis déçu, en fait, parce que en fait, c'est ce genre de match où j'ai envie aussi que, tu vois, nous, on puisse se challenger. Tu vois, se dire, tu vois, par exemple, on a joué Tottenham dans leur style, eux, plus caractéristique. Bon, on les a défoncés. Liverpool dans un style aussi, dans un match beaucoup plus débridé pour le coup, on a su tirer l'épingle du jeu. United dans un style caractéristique, on s'est fait voler par l'arbitrage. Des équipes qu'on a jouées, on jouait avec leur force. Et en fait, eux, ils ont proposé un non-match de football avec effectivement un non-plan de jeu tactique assez étrange. Et donc du coup, on a gagné, mais en fait, logiquement, tu vois, effectivement, on gagnera après que 1-0. Effectivement, je pense que si on gagne 2 ou 3-0, ça change pas grand-chose, en fait. Juste, ça soigne notre différence de but, mais sur le ressenti global du match, ça change rien. Donc voilà, on gagne, moi, je dirais en patron, tu vois. C'est-à-dire que c'est vraiment, tu as une équipe en face de toi qui est là avec dans un temps pluvieux de merde, soi-disant derby, qui est là pour faire des fautes et mettre des coups. T'appliques ton jeu, tu stresses pas. Tu vois, là où sur certains matchs, tu vois, notamment, il y a eu Southampton, il y avait le match affreux avant contre Leeds, où il y avait ce côté un peu où on retrouvait Arsenal un peu fébrile par moment et tout. En fait, là, je trouve que sur ce match-là, on stresse pas du tout. Les 2-3 petites erreurs, effectivement, individuelles de Zinchenko, Gabriel, puis Saliba, là, qui donnent à l'occasion d'exister une seule seconde. On stresse pas, on panique pas, il y a toujours un gars qui va couvrir derrière. Donc voilà, moi je dis une victoire en patron et effectivement, cette saison commence à sentir de plus en plus bon quand même. Non, c'est clair. Il y a beaucoup de gens dans le chat qui disent beaucoup de choses très pertinentes, donc c'est un peu compliqué de suivre. Mais en tout cas, ça fait plaisir de vous voir aussi actif, aussi heureux d'un derby. Même si effectivement le match était quand même pas glorieux, on aurait préféré gagner un 5-0 comme à notre habitude, mais bon. Et ouais, 2-0 pour Villa, franchement, ça fait plaisir en plus. Ils peuvent être dans la sauce United. Déjà Mais non. CR7 de titulaire et capitaine, ça marche plus du coup. Lucas Digne qui marque en plus. Aïe. Incroyable. Tous les jours. Et ouais, c'est ça, c'est qu'on impose notre jeu. En fait, moi, ça m'a rappelé un peu ces premiers matchs de l'ère Arteta où on gagnait justement contre Chelsea et City en faisant des systèmes super réactionnaires où on essayait de jouer en contre. Et tu vois comment les tables ont tourné en l'espace de 3 ans. Et effectivement, je me souviens que la dernière victoire de Chelsea à domicile contre nous, c'était l'époque où Emery il nous dirigeait. J'ai vu la stat aussi, ça m'a fait rire. C'était le premier match de Sarri, donc il y a 4 ans, un truc comme ça. Incroyable. Mais ouais, vraiment là, niveau mentalité, niveau plan de jeu, niveau aura du club, vraiment, il y a eu une grande transformation qui se concrétise match après match et surtout victoire après victoire. Et ça fait vraiment plaisir. Et comme tu le dis, la sérénité des 20 dernières minutes où tu es là en mode, à part si on leur donne un but, on va pas concéder. Et il y a un moment, à la toute fin, à la 90e minute, on s'est un peu amusé à faire des petites passes autour de la surface. Je me suis dit, c'est le moment où on fait le cadeau. Mais globalement, non, c'était maîtrisé. Et puis ouais, vraiment, c'était un beau match en termes d'imposer notre domination, d'imposer un petit peu tout ce qu'on a pu faire au cours des derniers mois, quoi. Et Chaka Leroy, effectivement, Chaka, sa perte de temps à la 90e minute, incroyable, vraiment. On l'aurait descendu il y a 2 ans, mais là, cette saison, on le célèbre. La bagarre collective. La fameuse. Non, en vrai, j'ai vu une stat, c'était, je crois, un peu plus. Alors, aux alentours de la 60e minute, on est quasiment à 70%. 85% de la 50e à la 65e. Ouais, c'est beaucoup, tu vois, face à Chelsea. Et
Et au niveau des fautes, et c'est ce qui met le doigt exactement sur ce que vous avez dit, en fait, Chelsea est quasiment à une vingtaine de fautes au bout de leur de jeu, donc il y a eu vraiment match à sens unique, et bah ouais, Chelsea a refusé le jeu, donc d'un côté, comme l'a dit Nicolas, c'est un peu frustrant, parce que les mecs, du coup, font que des fautes, et t'as pas moyen d'aggraver le score plus que ça, même s'il y avait peut-être moyen d'aller chercher autre chose, parce que j'ai surtout l'impression aujourd'hui que le plan de jeu en fait, de Potter, c'était Saka et Martinelli vraiment bloquer les côtés en mettant toujours un ou deux joueurs dessus. Et puis voilà, on a eu les fautes répétées de Cucurella qui ont fait que au bout d'un moment, Saka, je pense qu'il en avait un peu marre d'aller au duel, etc. Et même ça s'est ressenti en fait sur ça. Il était frustré, le type, il a pris un jaune aussi juste derrière. Donc vraiment, ouais, c'était un peu compliqué. Et après, voilà, il y aura toujours le fameux débat sur Gabriel Jesus, là, depuis, c'est son 8e match sans marquer. Donc voilà, tu auras forcément les deux camps, le camp du pourquoi il n'arrive pas à marquer depuis 8 matchs et le camp du qui se rend compte qu'au niveau des efforts, etc., il y a un monde d'écart avec ce qu'on avait encore avant. Donc aujourd'hui, on prend, hein, tant qu'on fonctionne et tant qu'on marque, il n'y aura pas trop de soucis par rapport à Ouais, ça. puis il a pas refait l'erreur de la semaine dernière où vraiment il tirait dès qu'il avait la balle. Là, au contraire, il a fait son jeu comme d'habitude. Voilà, il aurait peut-être dû marquer à la 40e minute la tête. Je pense qu'Aubameyang l'a mis au fond, mais bon, c'est un autre débat. Obama Blood. Mais oui, non, il a fait un bon match. Je veux dire, il aurait dû avoir au moins une passe décisive aussi, je pense, parce qu'il a quand même fait des choses. Je crois que c'est une passe vers Saka, où Saka, il aurait dû faire mieux à la fin. Ouais, et Odegaard aussi. Odegaard aussi, puis même la passe pour White à la 10e minute, là, où sa reprise qui passe pas loin. Donc franchement, et puis vraiment, il a à lui tout seul, le nombre de fois où il a dribblé 3-4 défenseurs pour créer des décalages, créer des occasions, c'était incroyable ce match. Hein. Le tir qui est contré par Thiago Silva à la toute fin, franchement, ça et puis factuellement, là, pour le coup, si tu refais juste le scénario du match, s'il joue pas, enfin, s'il n'est pas sur le terrain, on gagne pas le match pour le coup. Parce que, tu vois, le but sur corner, il le crée quasiment à lui tout seul. D'ailleurs, j'ai vu des gens dire qu'il aurait dû faire la passe en retrait. Moi, je suis pas forcément d'accord. Pour moi, il a fait le bon choix en tirant premier poteau. Les deux options se valent, honnêtement. Parce que le seul joueur qui était là, c'était Xhaka. Il y avait un défenseur devant. Du coup, je vois pas trop comment il aurait pu avoir Xhaka. Donc, moi, j'ai bien aimé qu'il tire premier poteau, qu'il tente là comme ça. Ouais. Mais justement, ça, je suis pas d'accord. Il y a Brahma qui dit ça, que ça l'obsède mentalement le but. Moi, franchement, je suis pas d'accord. Je trouve que son jeu, il change pas du tout. C'est pas justement. C'est à l'inverse de Nketiah, parce que Nketiah, quand il est en chien de but, le mec va chercher à frapper, mais vraiment dans tous les angles, à n'importe quelle distance, parce qu'il a envie de mettre son but. Et justement, j'ai l'impression que Jesus, justement, il est tranquille. Genre, le mec, il se dit, tant pis, ça passe pas, dans tous les cas. Et il le disait même en interview, à chaque fois qu'on a traité une interview, le mec disait, effectivement, ça te fait un peu chier de pas marquer. Mais tant que ça gagne, en fait, c'est le moment où on va commencer à enchaîner peut-être défaite ou match nul, que là, effectivement, ça posera problème. Mais en soi, c'est pas grave. Non. Il marque pas. Et puis regarde, tant qu'on marque si vraiment ça l'obsédait mentalement, il serait pas en train de dézonner sur l'aile gauche comme il a fait la moitié du match. Là, il y a un moment donné, c'était lui qui faisait les centres, c'était pas lui qui essayait de les recevoir. Donc, à un moment donné, il est là aussi là pour l'équipe, il s'en rend compte. Et puis, ça fait partie intégrante de sa palette et de ses qualités, tout simplement. Donc, bon. Et c'est clairement le meilleur attaquant aujourd'hui. Enfin, et de loin, et de très loin. Ça, c'est clair. Donc, bon. Revenir peut-être du coup sur le but vite fait. Moi, je suis un peu dégoûté que Gabriel vole le but de Saka parce que le corner direct, franchement, ça aurait été dans les veines. Le club s'est trompé sur les annonces de but. Ils ont juste voulu mettre une photo de Saka, je les comprends à 100%. Mais ouais, je sais pas combien de expected goal il était celui-là, mais à mon avis, ça devait être à 99, un truc comme ça. Il passe à travers tout le monde. Mais genre vraiment incroyable. Et puis par contre, je comprends pas la défense. Hein. Je vois pas dans quel monde ça passe. Quoi. Havertz, merci d'ailleurs Noé de l'avoir jinx ce matin. Parce que pour savoir, moi je suis un grand fan de Havertz, mais vraiment la réalité me donne tort chaque jour qui passe parce que je trouve que c'est un joueur extraordinaire, mais je comprends pas pourquoi il est nul en fait. Mais et là, dans ce match-là, vraiment, c'est chaud dans la surface, c'était vraiment désastreux à chaque fois. Le centre dans les premières minutes, bien gelard là. Même Gervinho, il aurait fait la passe quoi. Donc ouais. Mais ouais, le but, en vrai, pour revenir peut-être sur le but, ouais, effectivement, ça vient d'un CPA. Donc statistiquement, ça nous donne encore raison sur cet aspect du jeu. Mais aujourd'hui, moi j'ai trouvé que justement sur n'importe quel CPA, corner défensif ou même offensif ou même nos coups francs, tout a été très mal tiré. Genre, j'ai vraiment pas l'impression qu'il y ait un CPA qui a été bien joué, même défensivement. Il y a certaines fois où on n'était pas loin aussi de se faire rattraper, etc. Je pense notamment peut-être en seconde période où il y a un corner qui est repris de Thiago Silva. Franchement,
le marquage est Ouais, horrible. par terre. Et Par franchement, terre, à la il la limite cadre, du bah, penalty. Ouais, il regarde pas la balle une seconde, à mon il avis, la c'est pas cadre. normal. Et C'est chaud. surtout, c'est le coup Donc franc en c'est chaud première ça. période, là. Avec Ouais. la sorte de combinaison à l'entrée de la surface dégueulasse, là où Oui, Cucurella, il oui, est en train de oui. trottiner, il l'intercepte. Et non, mais qu'est-ce que vous cherchez à faire? Non, il y a Jauvert, là, la hype, elle est un Ah, peu vraiment. redescendue, là, Jauvert. Mm. Mais ouais, ouais, Mais ouais. il Non, prend la c'est stat. Ouais. Il prend la stat du but sur coup de pied arrêté. Il prend c'est la vrai, stat. c'est vrai. Moi, j'ai bien aimé à la 75e, la petite percée de Saliba, où genre il y a White qui est un Oui, peu fatigué et du coup il décide de faire lui tout seul et il couche de défenseur. J'aime bien, c'est aussi le genre de moment où tu dis 75e, tu gagnes à 1-0 dans un derby et t'as ton défenseur central qui est en train de s'amuser, de faire joujou dans la surface adverse. Moi, c'est le genre de ouais, moment où tu te rends compte de la confiance dans l'équipe, tu te rends compte ouais, d'à c'est quel clair. point on survole, on surnage complètement Et dans ce il genre est de match. replacé genre 5 secondes plus tard, tu vois. Ouais, Genre en franchement, ça plus. c'est impressionnant. Ouais. Ouais, incroyable. Ah là, il valide son billet, même si c'était déjà validé pour la Coupe du Monde. Là, franchement, la prestation à 2-3 jours de la liste, franchement, là, t'es sûr Ah de bah y aller, oui, mon mais grand. il n'y a pas de Là, doute, hein. franchement. Honnêtement, il n'y avait pas de doute, je pense. Ah ouais, non, Et clairement. donc vous pensez que c'est qui le meilleur, Saliba ou Fofana du coup? Qui? Incroyable. Et ouais, il y a Araf qui nous dit le sauvetage de White, effectivement, le moment où il se démène Ouais. là, où vraiment il est Ouais. derrière l'attaquant et il arrive à repasser devant, incroyable. Et puis mais C'est sa chaud, belle hein. reprise en plus. Hein. Mm. Il y a un monde où ça finissait en Lulu. Ouais, Hein. parce que là, ça peut partir dans les buts. Franchement, ouais, il y a un monde où ça part, ça part directement dans les cages de Ramsel. Franchement, c'est dur parce que ouais, la course pour revenir et puis aller chercher comme ça, Juste un Ouais. peu on a décollé. chaud. Et puis On a chaud. Franchement, à c'était. 85e, il y a le moment où aussi Brora il est 2 mètres hors jeu et Saliba le rattrape, Ouais, mais ça c'est genre impressionnant. aisément. Ouais, T'es là en mode, mais ce mec, qu'est-ce qu'il peut ne pas faire quoi. Enfin, ouais, incroyable ce Saliba quand même. ouais, c'est vrai. Et puis D'ailleurs, on 4. pourra. Ouais. Non, je voulais juste dire petite pensée à Ramsdale parce qu'on a évoqué son nom, mais qui du coup va sortir avec une bonne bronchite de ce match, je pense. Le mec a pris la pluie dans Ouais, la tronche pendant 90 minutes sans courir une seule fois. Ouais, il y a eu un moment, il y a eu un centre à l'entrée de la surface et tu sentais il voulait sortir juste pour Mm. toucher un ballon. Il s'est dit non, allez, bon, je vais pas déconner non plus, mais il avait envie juste pour dire tiens, c'est quoi ce petit objet un peu angulaire qui flotte un peu sur le terrain. Et puis 90e, le protocole El Neni, le protocole Holding, on le connaît, le ouais. classique. Mais Le c'était vraiment fameux. pour faire semblant. Hein. Franchement, il aurait pu faire rentrer Nelson et ça aurait été la même, je pense. Hein. Il y avait vraiment zéro danger, c'était incroyable. Donc ouais, bah sur ce, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire Pas sur ce grand match, chose, hein. hein, globalement. Et on peut passer au top flop. Clairement. Du coup, le chat, n'hésitez pas à nous dire vos tops et vos flops. Je pense qu'il y a des tops qui sont évidents. Alors pour les flops, ça peut être un peu plus complexe. J'en ai, Euh, moi, j'en ai si vous T'en voulez. es? Ouais. Bah vas-y, allez. Bah, même en soi, les tops, il y a des joueurs qui étaient un peu en courant alternatif sur le match. Mais vas-y, ouais, Vas-y, vas-y, Allez. balance sur les clairement. flops. Allez, flop Chaka. La fameuse. C'était pour le côté vintage. Non, alors en flop, ouais. Moi, mon premier flop, c'est quand même sérieusement, par contre, Odegaard. Hmm. Alors après, attention, les flops de ce match-là, ça va pas être des joueurs notés 2, hein, mais Je vais être honnête, je l'avais oublié, c'est pour ça que j'ai dit ça sur les flops, mais ça en voilà. dit long sur ce match. Mais c'est un flop parce que la première mi-temps, notamment, après, ça a été un tout petit peu mieux, mais je crois que j'ai noté, si je reprends mes petites notes, sa première course vers l'avant est à la 38e minute. Et sinon, il était dans un duel à mort avec Aubameyang pour qui serait le plus invisible. Je pense que tu vois, il y avait un respect mutuel entre genre ancien capitaine actuel, ancien capitaine. Mais honnêtement, match infâme. Et d'ailleurs, bah, du coup, on regardait le match la semaine dernière ensemble avec Noé. Et bah, jusqu'à son étincelle sur le but, je me faisais la même réflexion. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, pour lui, et un peu comme pour nous, en fait, que ce soit Nottingham ou Chelsea en face, bah, ça change pas grand-chose. Et lui, il a vraiment cette tendance très particulière à se cacher, je trouve, et c'est vraiment problématique parce que, effectivement, comme vous l'avez dit, les gars, il y avait un seul plan de jeu qui a fonctionné pour moi côté de Chelsea, c'était bloquer Martinelli et Saka. Et en fait, bah, à ce moment-là, t'attends que tu as des joueurs autour qui step up. Et donc, à mon sens, c'est pour ça que je dis que Jesus est le meilleur attaquant, parce qu'il a su apporter le danger à lui tout seul, parce que les autres étaient très bien cadrés. Bah, Odegaard, pas du tout, en fait. Et donc, du coup, voilà, pour moi, je mets vraiment Odegaard en flop, parce que ça fait quand même quelques semaines, hormis son but encore une fois de la semaine dernière, où c'est difficile. Alors, et autant sur certains matchs, il arrive à être dangereux sur une passe. En fait, tu vois, sur une passe, on se dit, ah ouais, il fait un match de merde, mais en fait, cette passe-là, elle est potentiellement décisive, et donc, du coup, tu lui pardonnes. Bah là, ce soir, il y a, je trouve, rien pour lui dans son match. Il n'y avait pas d'intensité physique et il n'y avait pas de création de danger. Et c'est quand même principalement ce qu'on lui demande. Donc voilà, donc mon premier flop, c'est effectivement Odegaard.
Et en fait, j'en ai que deux, je pense. Je pense pas que j'en ai trois. Mais le deuxième, c'est Martinelli, du coup. Parce que, alors pareil, c'est un flop qui mérite pas un 2 non plus, hein, mais déçu parce qu'en fait, quand je vois la compo et que je vois Azpilicueta en face de lui, je me dis il va aspirer son âme et en fait, pas du tout. Et donc, du coup, je trouve ça un petit peu dommage pour la performance de Martinelli de se dire que tu n'arrives pas à faire des différences en 1 contre Azpilicueta et il en a fait vraiment aucune sur tout le match, genre vraiment zéro. Dites-moi si je me trompe, hein. Il y en a peut-être une, moi j'en ai une où il rentre, je sais pas là où il rentre dans la surface justement, où il arrive vraiment aux abords de Mendy pour faire un centre en retrait. Ah oui, t'as raison. Il y a corner derrière. C'est vraiment peut-être vraiment la seule, tu vois, genre qui me vient à l'esprit, mais effectivement, j'ai pas l'impression qu'il ait mis à Ouais, défaut donc, tant que ça. donc ouais, j'ai trouvé ça un petit peu décevant. Et voilà, j'aurais aimé en voir plus de Martinelli. Et je pense que c'est peut-être son moins bon match de la saison, honnêtement, parce qu'après il a été tellement fort aussi que voilà. Mais Mm. voilà. Et je vois, alors il y en a certains qui mettent Zinchenko pardon, en flop. Moi, je le mets pas en flop parce que on s'est fait la réflexion entre nous. Je trouvais que les débuts de match de White et Zinchenko étaient monstrueux. Et en fait, dès le début, je me suis dit, ah ouais, on comprend en fait pourquoi est-ce que Zinchenko a retrouvé direct une place de titulaire parce qu'il apporte quand même une aisance technique que peut pas apporter Tierney. Après, il a un peu disparu, effectivement. Il a glissé 2, 3 Bah, fois. avec Sildy, ouais, Ouais, par séquence. bon, après, voilà, ça, pour moi, c'est pas suffisant pour le mettre en flop, parce que j'ai trouvé quand même sur les 90 minutes, il était quand même, enfin, jusqu'à sa sortie, en tout cas, il était quand même solide. Donc voilà, voilà pour mes flops. Et je fais mes tops rapidement et après je vous donne le micro. Top, bah, moi, premier top, c'est vraiment Jesus. Et pour le coup, je veux vraiment le mettre en avant parce qu'effectivement, il va y avoir encore, comme tu l'as dit, Loïc, ce pseudo-débat Ouais, de il a pas marqué là maintenant, ça fait 9 matchs toujours du coup, 8 ou 9 matchs. 8 ou 9, ouais. C'est pas un débat en fait pour moi parce qu'effectivement le foot n'est pas qu'une compilation de statistiques. Euh... Ah, Saka, ouais, Saka pourrait aller en flop effectivement, c'est vrai. Moi, je Ouais, l'ai c'est mis, vrai, ouais. Saka pourrait aller en flop. Non, c'est juste. Mais effectivement, on est trop Noé, Non, moi, je t'as l'avais mis mis Saka en fan flop club. aussi, justement. Ok. Bon, voilà. Mais donc du coup, oui, je termine juste sur les tops. Ouais, donc Jesus parce que attaquant le plus dangereux et parce qu'en fait, c'est pas parce qu'il marque pas qu'il est pas dangereux. La preuve, comme j'ai dit, s'il est pas sur le terrain, on gagne pas le match ce soir. Parce que en fait, j'adore le joueur. Il est capable d'éliminer n'importe quel défenseur n'importe quand. Il est un peu à la Martinelli, en fait, un danger et une menace permanente pour la défense. Après, oui, il est dans une phase un peu négative, mais bon, honnêtement, je comprends pas qu'on puisse critiquer ses performances depuis qu'il est à Arsenal. Après, City, je peux regarder un petit peu moins, mais en tout cas, depuis qu'il est à Arsenal, je comprends pas une seule seconde. Et même ceux qui comparent avec Lacazette, vraiment, vous êtes drogués, je pense, parce que franchement, les gars, regardez l'intensité qu'il met à chaque match et ça donne juste envie de pleurer sur ce poulet. Euh, et ouais, j'ai des références Twitter. Je suis pas un boomer. Et donc voilà pour Jesus. Et deuxième top, Saliba, parce qu'effectivement, au monstro, il était en rouge aujourd'hui et pas le vieux Thiago Silva nonchalant. Hmm. Voilà, donc monstrueux Saliba. Et en troisième top, j'hésite entre White et Gabriel, mais du coup je prends Gabriel parce que je laisse White à Loïc. Mais match monstrueux des deux, et puis le but de Gabriel qui fait vraiment plaisir parce que lui il était Hmm. toujours très injustement critiqué à chaque fois qu'il faisait des sorties un peu moyennes, et ça fait 3 ou 4 matchs qu'il revient vraiment à un top niveau. Il est bien, ouais. Donc ça fait plaisir pour lui, et donc voilà. Mais globalement il y a beaucoup de top, je pense, ce soir. Voilà les gars, à vous. Si tu veux, vas-y, Noé, hein. Tu voulais nous parler de Saka, Ouais, je bah moi crois. c'était Donc, mon premier flop, c'était globalement nos trois milieux offensifs, pardon, où je trouve qu'effectivement Martinelli, Odegaard et Saka, ils ont passé leur temps à dézonner actuellement. Je suppose que c'était un choix tactique parce que c'était là où étaient les défenseurs et donc là où fallait créer du danger. Et je trouvais que les trois étaient pas vraiment convaincants dans leur prise de décision, dans leur choix dans les 30 derniers mètres et même dans leur intensité physique. Alors effectivement, j'ai vu quelqu'un dire qu'il se prend des fautes tout le match. Ouais, c'est Hugo qui dit qu'il se prend des fautes tout le match, Saka. Oui, mais il y a plein de moments où aussi il avait du temps et de l'espace et il a quand même pas fait grand-chose. Il ralentissait beaucoup trop, il temporisait beaucoup trop et à chaque fois les passes, du coup les créneaux de passes étaient un peu perdus. Et c'est une critique que je fais aussi à Martinelli et Odegaard. Pour être honnête, je trouve que les trois niveau créativité c'était assez aberrant aujourd'hui. Et donc voilà, j'ai pas aimé le match des trois, mais après moi mes deux flops vraiment c'est premièrement l'arbitre. Pour moi l'arbitre là ce qu'il a fait aujourd'hui c'est il a pas protégé les joueurs. Il a pas protégé le jeu non plus, il a permis d'avoir un match dégueulasse et c'est horrible dans un derby de se dire qu'on n'a pas passé un bon moment de foot.
Alors que généralement, en plus, les Chelsea-Arsenal, c'est des beaux matchs, c'est pas non plus des derbys du nord de Londres, quoi. Donc voilà, ma deuxième flop, c'est l'arbitre. Et mon troisième flop, c'est Aubameyang, bien entendu, hein, invisible, voilà, il touche pas de balle, il marque pas de but. C'est dans le genre de match qu'on aimerait bien le voir un peu présent, marquer des buts, voilà, c'est le capitaine, il est payé 300 000 par mois. Et non, Par semaine. et- Par semaine. exactement. Sauf que non, c'est plus notre problème maintenant, c'est plus notre problème. Allez, ciao les nazes. Euh, Mais globalement, moi, sur les flops, effectivement, ça serait Saliba. Vraiment gros match de patron où il a une sorte de sérénité, une sorte d'aisance. Où vraiment le mec il te fait des interventions in extremis. J'en ai noté une à la 35e où il y a une sorte de long ballon de Thiago Silva, je crois, vers Aubameyang. Et il t'intercepte ça, mais t'as même pas l'impression que c'est une interception défensive compliquée, alors que le geste il est vraiment super complexe à mettre en place. Et après il te relance comme tranquillou entre les lignes. Et vraiment Saliba quand il fait ce genre de match là où vraiment il nage quoi, et j'aime trop quand il fait ça. Et je pense qu'effectivement on a un grand défenseur et ce serait bien qu'il prolonge très rapidement. Moi, je mettrais White quand même. Je vois que, par exemple, Noam dit qu'il est un peu en dessous. Mm. Je trouve que White, il a fait. C'est comme Qu'est-ce qu'il y a Zinchenko. En fait, c'est par courant. Bah, en fait, Hmm. c'est comme Zinchenko, je pense. C'était par courant alternatif. Tu vois, il y a eu des phases un peu de moins bien, notamment peut-être la fin de première période. Et ensuite, et peut-être le début de seconde aussi, notamment. Mais ensuite, il s'est bien mis dedans. Et Donc, contrairement à c'est Zinki, je trouve complexe que la aussi de seconde juger période ça. de White, elle est vraiment impeccable aussi. Je trouve qu'il Mm. a bien repris la possession. Je trouve qu'il a bien joué ses débordements. Je trouve qu'il était créatif et je trouve qu'il a été vraiment impeccable, surtout dans l'agressivité au milieu du terrain, ce qui nous a permis de maintenir une Mm. pression. Donc pour moi, contrairement à Zinchenko, qui effectivement a un peu perdu, mais c'est normal, il vient juste de revenir. Je trouve que White il a réussi à remonter la pente en seconde période et donc c'est pour ça que je le Avec mets. un petit pont. Et un petit Avec pont, un petit pont. effectivement. Ouais. Bah, avec Sylvain, ouais. Et puis le nombre de duels aériens qu'il a gagné, mine de rien, c'est aussi important et c'est aussi l'intérêt d'avoir un grand latéral droit. Et donc vraiment, je trouve qu'il a été un peu phénoménal. Et mon troisième top, moi, ça serait plutôt Xhaka plus qu'autre chose. Je trouve qu'il a été excellent, je trouve qu'il a été vraiment proactif, qu'il a été omniprésent. Et vraiment, encore une fois, son truc à la 90e minute, là où il fait perdre du temps de manière complètement horrible, j'adore. C'est le genre de mentalité que j'aime bien. Et surtout quand ça récolte pas, ça finit pas sur un carton rouge de sa part, comme ça aurait pu être le cas il y a 2 ans. Donc voilà, c'est un peu mes top flops. Ouais, bah, vous avez évoqué à peu près la plupart des joueurs. Moi, peut-être dans les flops, bah, comme je l'ai dit, ouais, c'est peut-être pas forcément un joueur, mais dit ça, en fait, ça m'a marqué, franchement, d'avoir 90 minutes où tout a été mal tiré, tout a été mal attaqué ou mal défendu sur CPA. Faut dire, je vais pas revenir dessus, mais effectivement, très peu influent sur notre jeu. Et puis ouais, moi, j'ai mis, en fait, pour revenir sur le débat avec Zinchenko, je l'ai mis en top. La première période notamment où il vient décrocher pour aller au milieu de terrain, il est quasiment en fait numéro 6 parfois où il est à la relance, etc. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. Après effectivement en fait c'est Morgan qui le dit en fait sur le positionnement avec ballon, il est super intéressant sur les phases de préparation, mais effectivement sur les phases défensives où il est parfois un peu mis en difficulté par la vitesse, etc. J'ai notamment peut-être une ou deux fois où tu le vois qu'il est un peu à la ramasse, il n'est pas assez, en fait, pas assez en forme pour revenir sur son attaquant, etc. Du coup, ça laisse un espace géant, un espace béant en fait, à trouver, à compenser. Mais ouais, c'était pas pour moi alternatif et franchement, je le trouve plutôt bon au final. Et sa scène de ses passes, c'est quand À même des part peut-être sucreries, ça. hein. Les mots. Mm. Oui, oui, en plus, oui, effectivement, quand il oriente le jeu, franchement, c'est ça. Hein. Quand il oriente le jeu sur une phase de possession, c'est intéressant de l'avoir. En fait, ça rajoute un milieu supplémentaire parfois. Ah bah, aujourd'hui, Mais, il jouait mais clairement 6 quand on avait le ballon. ouais, c'est ça. Ouais, non, clairement. Hein. Et c'était très intéressant. Après, il y a eu effectivement 2-3 moments où, sur son côté, bah, il a pas réussi à revenir. Et puis, euh, cette petite glissade qui amène effectivement à rien, heureusement. Mais ouais, Zinchenko, je ne l'ai pas trouvé mauvais. Je ne sais pas ce que le chat en pense. Mais en plus, oui, effectivement, Sambouldi, il n'est même pas à 100%. En fait, effectivement, on oublie de le préciser, mais effectivement, le mec, en fait, revient juste. Il aurait pu être relancé dans un autre match contre Brighton, typiquement. Mais non, il est relancé sur un gros match contre Chelsea où il va avoir un peu plus d'intensité, etc. Donc non, je le place en top. Et après, ouais, effectivement, le match de notre fameux numéro 5. Moi, Noé, t'as pas trouvé En ça, première tu période, l'as pas non. trouvé fou. J'aime pas le fait qu'il ait en plus pourri un but pour Martinelli. Genre, je sais pas trop pourquoi il a prendre la tête devant Martinelli alors que sinon c'était but gratuit. Mais après, il a fait une bonne fin de match, j'avoue. Ouais, non, bah ouais. Après, au niveau de la récupération, première. Alors, attends, qu'est-ce qu'il nous dit sur Zinchenko? Je l'ai pas trouvé particulièrement bon dans l'axe. Perso, je l'ai trouvé quand même bon dans l'axe. Enfin, Bah au niveau ouais, de nos moi aussi. relances, etc., il a jamais été mis à défaut. Justement, au niveau de ses passes, il a toujours essayé de
de faire circuler le ballon sur le côté gauche vers Martinelli. Donc, Mm. après, à revoir, potentiellement qu'on a loupé quelque chose dans le Non, moi je pense qu'on a bien fait progresser le ballon, on a fait beaucoup de belles séquences de jeu, c'est vraiment dans les 30 derniers mètres que ça pêchait, mais c'est pas Zinchenko Ouais. qui était particulièrement responsable de ça, je pense. Non. Il y a plein de moments où on a Ouais. fait des contre-attaques éclairs avec des joueurs en une touche de balle qui remontaient la balle en quelques secondes seulement, et je pense qu'il en a été un peu clé pour ces moments-là. Bah oui. Et même pour parce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui soulignait effectivement le fait que Partey remontait beaucoup de ballons, mais il a beaucoup profité justement du positionnement de Zinchenko pour ça. En fait, tu vois, pour moi, elle est là la différence avec Tierney, c'est que pour les deux milieux, on va dire Xhaka et Partey, le fait d'avoir Zinchenko en sécurité et d'avoir sa qualité de pied gauche pour les aider à repartir de derrière, c'est quand même un sacré avantage, je trouve. Et donc, en fait, pour moi, tu peux pas souligner le fait qu'effectivement, on ait bien remonté le ballon de derrière d'un côté en montant un joueur en lumière et en disant que, par ailleurs, Zinchenko était pas à l'aise Ouais. dans l'axe, tu vois. Enfin, en fait, pour moi, c'est une cohérence me le dire, globale et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il sera titulaire, je pense, toujours devant Tierney maintenant. Sur les phases de possession, effectivement, mais il le dit, hein, il n'a pas été accélérateur de jeu aujourd'hui de Partey, mais il a beaucoup temporisé. Bah, effectivement, il n'y a pas eu beaucoup de passes ultra progressives. Je n'ai pas noté ça plus que ça. Mais après, effectivement, il a bien consolidé sur la fin de seconde période, justement, où il y a eu un peu plus d'attaque, où Chelsea a été un peu plus poussé. Il a bien annulé certains contres, etc. Donc, ouais, il a quand même récupéré pas mal de ballons. Oui, non, ça notait, ouais, ça notait. Mais pas de quoi faire un vrai top. Personnellement, j'ai pas l'impression qu'il est. Après, c'est toujours le fameux poste de numéro 6 qui est un peu ingrat. J'ai pas l'impression qu'il ait fait un super gros Comparé à match. Xhaka, pour moi, Xhaka a fait un peu Saliba la et même puis- chose, mais mieux tout du long du Ouais. match, tu vois, typiquement. Bon. Même si, effectivement, comme Mugu Noret le dit, Xhaka n'a pas marqué, et c'est quand même inhabituel, et rien que pour ça, il faudrait le critiquer à un moment. On est où, là? Xhaka qui met pas son banger Scandale. C'est vrai. Scandale. C'est vrai. De toute façon, j'ai toujours dit qu'il était nul. C'est vrai que tu l'as toujours dit. Pas de mensonge ici. Bah, je pense qu'il faudrait qu'il fasse une petite teinture pour retrouver sa gloire d'antan, là. C'est vrai. Bah, il y a la Coupe du Monde qui arrive. Hein. Ah ouais. Non, et après ça, bah, je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas s'il y avait d'autres choses sur lesquelles revenir. On n'a pas particulièrement libéré le numéro 5. De toute façon, on attend toujours les news judiciaires sur cette question-là. Et après, saison exceptionnelle, je suis absolument pas d'accord. Ouais, je pense que pas c'est d'accord. largement notre moins bon joueur du 11 depuis le début de la saison. Même s'il y a du mieux depuis 3 semaines, on va dire, depuis son retour de blessure concrètement, je trouve que sinon, c'était un petit peu un des moins bons joueurs depuis le début de la saison, d'un point de vue footballistique. Enfin, oui, pour compléter juste là-dessus, sur cet argument-là, oui, du saison exceptionnelle, ouais, je suis d'accord avec toi, Noé. En fait, lui, pour le coup, est sur un vrai courant alternatif. Mm. On a vraiment un gros courant alternatif, mais en fait, un peu comme depuis son arrivée. Hein. Tu vois, quand on était, justement, ceux qui nous disaient qu'on fait un truc pseudo contre lui et tout, bah, regardez les lives d'il y a 2 ans où comment on était en folie sur le joueur. Mais c'est en fait un peu son péché là pour le coup depuis son arrivée, c'est-à-dire qu'il peut faire 6 mois exceptionnels et puis après disparaître soit sur blessure, soit disparaître dans le jeu. Mais voilà. Voilà, c'est tout. On a fait un communiqué dessus, Brahma, mais il y a une enquête pour agression sexuelle qui est toujours en cours contre lui de la part de Scotland Yard. Du coup, voilà, on prend nos précautions quand on discute du joueur. Et pour préciser pour ceux qui Je ne l'ai le pensé. savent pas, parce que il est quand même toujours en liberté sous caution. Donc ça veut dire ceux qui disent qu'il n'y a rien, etc. A priori, quand tu es en liberté sous caution, il y a quand même quelque chose contre toi. Il faut lui donner crédit de tenir le rythme sans blessure. Les standards sont là. Bravo à Zinchenko, 9 sur 10, ne s'est pas blessé. Il y a Raph qui nous parlait d'Arteta aussi, au niveau des changements. Alors je comprends pas que Saka soit resté aussi longtemps. Vraiment incompréhensible pour moi. Alors je pense qu'il va pas jouer mercredi contre Brighton, et donc c'est pour cette idée-là, mais alors il était claqué, il était vraiment cramé. Ah ok, c'était ironique. Excuse-moi, c'est le sarcasme un peu compliqué sans emoji. Ouais, je trouve que je comprends pas pourquoi Nelson n'a pas été, enfin on lui a pas donné sa chance de nouveau, sachant que Saka il courait plus à partir de la 75e minute. Ça c'était un peu incompréhensible. Après bon, je trouve qu'il a bien géré le match, sa tactique de toute façon elle était adéquate, et la preuve on a dominé les échanges du début à la fin. Ouais, mais Martinelli, Odegaard, ouais. Après El Neni a fait une très bonne entrée, ceci dit, faudrait le noter aussi. Très progressif en jouant un peu plus Comme haut. d'hab, hein. Ouais, c'est vrai, il fait toujours des bonnes entrées. Et j'ai trouvé que c'était marrant son positionnement vraiment de 8 un peu plus haut. Tu te dirais que c'est pas forcément ça qui met en avant ses qualités, et pourtant il a bien régalé. Donc bien de sa part. Donc Arteta, bon match, j'ai trouvé.
Ouais. Et El Neni devant Sambi, en fait, c'est pas le même rôle, mais effectivement, vu le scénario du match à 1-0, je pense que tu préfères faire rentrer un mec qui va sécuriser comme El Neni qu'un Sambi, Ouais, ou c'est tu ça. sais pas dans quel état d'esprit il va rentrer sur le terrain, tu vois. Donc oui, je pense pas qu'El Neni soit devant Sambi, puisque de toute façon, la logique, c'est qu'El Neni joue poste pour poste à la place de Partey, et que Sambi joue poste pour poste à la place d'Odegaard. Donc pour d'Odegaard, de Xhaka, pardon. Donc, Pour moi, c'était aussi donner des minutes à El Neni pour qu'il soit titulaire mercredi. mm. Pour qu'il ait un peu de rythme dans les jambes, comme ça, Oui, Ouais, c'est ça. Xhaka aussi. numéro 5, il pourrait être Brighton. reposé. Ouais. On va voir El Neni et Lokonga, je Un truc pense. intéressant qu'a dit Sambou, c'est justement sur le retour de Smith Rowe. Bon, c'est un peu se projeter un peu plus loin, mais effectivement, quid de Smith Rowe, du coup, parce que du coup, bah, effectivement, quand Odegaard est présent, il dézone sur le côté gauche. Mais là, du coup, avec la puissance que Martinelli dégage en ce moment sur le début de saison et le fait qu'il soit quasiment titulaire indiscutable à gauche, est-ce que Smith Rowe va être réaxé ou est-ce que en Bah, fait, ça pour va être moi, il est derrière justement un Martinelli, remplaçant? hein. Est-ce qu'il y aura Regarde, peut-être. aujourd'hui, Martinelli, il a joué plus Ouais. central que lié véritablement. Donc, à mon avis, tu mets Smith Rowe dans ce rôle-là. Hmm. Mais ouais, ça va faire plaisir en tout cas. Je me dis Ouais. que on a un Ça, peu oublié sa qualité à Smith Rowe et sa capacité à c'est vraiment clair. décocher des C'est clair. frappes et marquer des buts. Et je pense que quand on va le Mm, retrouver en janvier, surtout vu les échéances complexes qu'il y a, quand il va marquer mm, le but de la victoire face à City, vous allez voir, ça va être l'allégresse. mm. On va- D'un retourné Bien acrobatique entendu, d'ailleurs. du milieu du terrain. D'ailleurs, c'est comme Podolski, Ouais, faire une Podolski. et, exactement. Mais ceci dit, en fait, sur le retour de Smith Rowe, effectivement, donc je pense qu'il reviendra pas titulaire, hein. Je pense que ça, effectivement, dans un premier temps, ou en tout cas, il va falloir qu'il charbonne pour Hmm. retrouver une place de titulaire. Après, la question, c'est du coup, si on part du principe que tu vois, ça devient une doublure ou bah, un joueur qui rentre, machin, est-ce qu'il rentre à la place de Martinelli ou est-ce qu'il rentre du coup à la place de Xhaka si on part du principe que Sambi ne remplit pas les cases, tu vois? Moi, je donnerais Moi, beaucoup moi, pour voir Smith Rowe, hein. Ouais. À la place de Xhaka, avec du coup toujours un Martinelli sur le terrain, je prends, hein. Non, c'est clair, je suis d'accord. Même s'il y aurait beaucoup de choses à prouver dans son intensité Oui. défensive. Mais par Mm. contre, dans les 30 derniers mètres, ça serait vraiment incroyable, C'est je tout pense. ça, ouais. Parce que les courses que fait Xhaka, c'est les courses que faisait Smith Rowe de toute façon. Donc, C'est ça, c'est ça. Et en fait, tu vois, d'avoir vraiment le vrai jumeau, on va dire, d'Odegaard côté gauche, en mm. fait. Et ça parle de Sambi, c'est vrai que c'est compliqué Sambi parce qu'il il a pas impressionné jeudi dernier dans un rôle qui était censé être son rôle. Donc c'est un peu complexe. Il n'a pas impressionné vraiment en fait de toute la Mm. saison sur les chances qu'il a eues. En fait, Mm. jusqu'ici, quand même, c'est assez compliqué. Donc, et bah, la fanbase en parle quand même et il est très critiqué. Arteta en conférence dit qu'effectivement, il y a certains joueurs qui n'arrivent pas à saisir les opportunités non plus correctement. Donc ouais, c'est pas en sa faveur. Donc, à voir ce que ça va donner. Il sera sûrement titulaire samedi prochain. Donc, Pourquoi nouvelle samedi? chance pour lui de. Mercredi. C'est pas Brighton samedi? Mais c'est en semaine. Ouais, C'est c'est en semaine. Mercredi, pardon. Effectivement, je me suis trompé. Mercredi contre Brighton, donc à voir ce qu'il va pouvoir donner. Mais effectivement, en fait, c'est toujours ce problème de un peu nonchalance et physiquement de ne pas mettre l'impact qu'il faut face à l'adversaire. Donc, normalement, ça se règle. L'avenir devrait se régler au fur et à mesure, mais j'ai pas l'impression jusqu'ici qu'il ait mis plus d'impact physiquement que ça dans ses duels, etc. Il est toujours un peu nonchalant. C'est ce que beaucoup de gens lui Un reprochent. petit prêt, hein, sinon. Ouais, si on achète Un Danilo petit prêt, peut-être, ouais. ou tout simplement, de toute façon, je pense que les 2 mois d'entraînement en coaching 1v1 avec Arteta pendant la Coupe du Monde, Mm. ça va lui faire du bien. Je pense qu'il va y avoir des choix qui vont être faits par la suite après ces 2 mois-là. Mais Ouais, mais tu vois, il fait 6 Ouais, et puis mois, après, il t'as fait 6 Patino mois qui peut venir, hein. dans un club de milieu de tableau, un. genre Chelsea, ouais, ça peut être sympa. Ouais, voilà, tu vois, c'est ça. Non, mais, non, mais dans la même idée, Aston Villa, si tu pars du principe qu'ils vont remonter un petit peu, tu vois, ou ce type d'équipe, ça peut se tester, hein. Ouais, pourquoi pas, hein. J'ai vu que ça parlait de Patino. À mon avis, Patino, il va pas revenir en prêt. Là, il fait un prêt qui est vraiment très très bon. À mon avis, il va finir l'année et puis il va revenir peut-être dans la rotation l'année prochaine ou peut-être qu'il va repartir une année supplémentaire. Je sais pas trop. Mais bon, je pense pas qu'il reviendra en janvier pour faire partir Sambi en prêt par contre. À Marseille, c'est Non, vrai que ça serait bien, Patino, Marseille. ou Marseille. Ouais. Marseille. T'as le Marseille, c'est le révélateur. Ah, déjà, ils sont pas forcément contents avec milieu de Tavares. terrain Donc, Guendouzi, Sambi, aïe aïe aïe. Pleurnicherie sur 20. Ouais. Après, de toute façon, tu vois ce que je vois, Nox Nos qui dit toucher psychologiquement, c'est super compliqué d'évaluer ça parce qu'il y a toujours une couverture médiatique qui biaise la manière dont on a de réfléchir au côté psychologique. On en a aucune idée en fait.
Ça se trouve, le mec, il est juste timide, il est juste réservé, et en fait, on fait que spéculer en fonction de ce que nous, on pense de ses prestations et de ce que lui, il peut dire à travers ses trucs médiatiques. Mais là, il y a un processus d'interprétation et de surinterprétation qui est logique, et c'est un peu compliqué de dire ça, on n'en sait rien finalement. Si ça se trouve, il y a des discussions qui sont faites avec Arteta, et faudrait savoir, quoi. Mm. Non, le seul truc que je pense qu'on peut dire sur Sambi, c'est que je pense quand même que quand il est arrivé, et quand tu regardes les premières semaines, tu vois, quand il est arrivé à Arsenal et tout, je pense que Arteta et le club le valorisaient un peu plus que ce qu'il n'est aujourd'hui, je pense. C'est clair. Tu vois, je pense que le seul constat qu'on peut faire, c'est celui-là. C'est-à-dire, je pense qu'il n'arrive pas pour être numéro 4 dans la rotation, derrière, effectivement, El Neni, Vieira, potentiellement Smith Rowe à son retour. Tu En vois, tout cas, je pense je que le pense plan, c'était que qu'en deuxième année, il joue une place de titulaire, et là, c'est clairement pas le cas, c'est effectivement. ça. C'est ça. Donc, ouais, Après, compagnie, il l'a quand même pas mal vendu. ça. Hein. Ça le vendait Ouais, mais comme bon. le futur Ouais, mais Yaya bon. Touré. Il joue en championnat de Belgique. Enfin, j'ai rien contre le championnat de Belgique, mais voilà. Et ouais, sans bouche, je te rejoins un peu sur Nketiah et lui, ça fait partie des deux joueurs avec le plus gros point d'interrogation par rapport à leur. Saliba! Ouais. Après, il y a aussi une question de valeur marchande. Hein. C'est des joueurs, effectivement, Nketiah et Sambi, c'est des joueurs qui, l'été prochain, vont quand même avoir quand même une cote qui sera relativement haute. Tu as des offres à 25-30, pour moi, ça part. Hein. Et tu vois, Mogunoret, c'est pareil, c'est ce que je disais à l'instant, s'il a pas l'air mort de faim, oui, mais ça veut rien dire. Et franchement, un milieu de terrain mort de faim, c'est un Guendouzi qui te crée des espaces, qui te crée du danger, et qui en fait, c'est pas adapté à un système Arteta. Et j'avais même envie de te dire que tu vois, Martinelli joue tout le temps comme un mort de faim, et il y a la moitié de la fanbase qui lui tombe H24 dessus pour ça. Donc je pense pas que ce soit véritablement un facteur tangible pour jauger un joueur. Je pense qu'il fait des bons matchs parfois, il y a des bons moments, et après il y a d'autres moments où il n'a pas réalisé l'intensité de la première ligue et qu'il lambine un peu trop sur le ballon. Mais ouais, enfin je sais pas, l'envie de bouger la hiérarchie, je trouve ça compliqué comme facteur pour jauger véritablement un joueur, de notre point de vue de fan en tout cas. Mhm. Et Nketiah, non, c'est un bon joueur, c'est juste que là il marque pas cette saison, mais en Mhm. vrai, on va pas se plaindre de Nketiah. C'est juste que si Ouais, Balogun revient et prend sa place dans la rotation, je pense que Nketiah il va dire bon voilà, j'ai 24 ans, là il est peut-être temps que je sois titulaire quelque part. ouais, c'est clair. Et par contre, je suis d'accord avec Trou de balle big, très beau nom. Je suis d'accord quand même sur Nketiah qui a une vraie progression, on va dire, sur les derniers 12 mois. Quoi. En un an, le joueur a vraiment progressé et s'est bien étoffé physiquement aussi, ce qui est quand même pas mal pour la première ligue. Après, effectivement, ça restera l'éternel débat. C'est-à-dire, est-ce que c'est un joueur qui a vraiment une destinée à Arsenal? Parce que, comme tu dis, Noé, c'est pas Balogun, il a quand même quelques années de plus. Ça, c'est la vraie question. Dans tous les cas, on a protégé sa valeur marchande. Si on veut le revendre, on le revend à minimum 20-25 millions, et ça fait plaisir. Il fait pas avancer le jeu, Nketiah? Ou Sambi? Sambi plutôt, Sambi, oui, non. d'accord, ce que je veux dire. Peut-être Nketiah, s'il Sambi. fait bien un truc cette saison, c'est d'avancer le jeu, oui. Ouais. Sambi, compliqué, ouais, effectivement, mais bon, on va pas non plus assassiner le joueur maintenant. Si ça se trouve, il va nous faire le match de la saison mercredi, et puis voilà, on le verra plus pendant 2 mois, on oubliera. Du coup, peut-être qu'on s'arrête là, vu qu'on se retrouve de toute façon dans 4 jours, dans 3 jours. Yes. Du coup, ça fait plaisir. London is red, hein, comme d'hab. Comme d'hab. Voilà, on a passé une nuit en deuxième position. Ça faisait pas plaisir. On est content de pouvoir se rendormir en première place ce soir, de retrouver un petit peu notre petite position. Et puis de toute façon, on se dit rendez-vous mercredi soir à genre 23h. Ça va être l'enfer pour avoir gagné 8-0 contre Brighton en plus. Le quadruplé de Ben White, ça va faire mal. Et puis ouais, prenez soin de vous, attention au froid qui arrive. J'en ai marre. Et on se retrouve mercredi. Salut l'équipe. Salut les gars, bon après-midi.